Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. 6 secondes. Ouf, pas fort. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. World Champion. Bad Mouth. Et comme dirait mon ancien voisin, Ghislain Gauthier. Hey, t'es rendu grave, là, à nommer tous des gens qu'on connaît pas personne. Ben moi non plus, je le connais pas. T'inventes des noms en plus? Ben oui, je suis créatif de même. Non, c'est pas créatif, c'est d'être amnésique. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Je ne suis pas gros, comme dirait Obélix. Ouais, c'est vrai, t'es plus gros, je te voyais, là. Ceux qui ont la chance de voir ça sur YouTube, là, je te regarde, là, puis t'es mince. Mais non, je suis encore obèse. Selon ma grandeur, là, je suis... mais au lieu d'être obèse critique... Morbide. Ouais, exact. Je suis obèse. Puis, ben là, Marc, il y a des limites à ce que tu peux faire, là. Grandir, je ça sais, se fait je pas, sais. Mais ce qui est le fun, c'est que je suis proche de obèse. Fait que... Ben bravo! Hey, bravo, Marc! Hey, on perd pas de temps. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie. Les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Pas de niaisage, on tombe dans les nouvelles à Blondin. Parle-nous de l'entraînement. Ça intéresse les auditeurs. C'est régulier. Ça va bien. Je me maintiens. Je te dirais que le côté bouffe et boisson a été plus rough. On dirait que j'ai slacké un peu. Mais je suis encore dans mon 40-41 livres. Mais j'ai un petit peu plus de misère avec la discipline. Mais l'entraînement, ça va bien. Mais on dirait que j'ai plus faim. Fait que je fais attention. Mais moins. Et là, sur la balance, là, ça indique quoi comme chiffre? Hier, c'était 193. Mais c'est très bon, ça, Marc. Sérieusement, oui. Là. Oui. Tu sais, je te l'ai compté une fois, j'ai vu le 190. Oui. J'allais prendre ma douche, je suis revenu, puis déjà, il n'était plus là. J'étais à 191. Toute l'eau a rentré dans tes pores de peau. Oui. Ça t'a fait Mais prendre une livre. Je mets de l'eau bouillante dans mes oreilles parce que tu sais, je suis sourd. Oui, je le sais. Tous les auditeurs le savent aussi. Alors, pour faire fondre la cire d'oreille, ils m'ont dit de faire ça avec de l'eau bouillante. Fait que peut-être qu'il y a beaucoup d'eau qui est rentrée et j'étais plus pesant. Hey, ça, c'est des détails là, qui doivent vraiment plaire aux gens. S'ils écoutent ça en train de manger, on parle de la cire d'oreille de Monsieur Fun. Ben, on est rendu loin, là. Ben oui, mais moi, je suis là pour leur donner toutes mes expériences pour qu'ils puissent les emmagasiner dans leur propre vie. T'es à livre ouvert, Marc. C'est ça ta force. Oui. Hey, parlant du livre, c'est toujours disponible. Oui, puis je te dis qu'il ne reste pas gros. Il en reste en bas de 5000, alors dépêchez-vous. Les dédicaces, tout ça. Il va peut-être vous lancer un tapis de souris avec ça, des cartes. Envoyez un courriel, un message à Marc si vous voulez son livre. Marc, là, tu parles d'entraînement puis tu as de la misère avec la bouffe, la boisson. Pas dit que j'avais de la misère. Pas ça que j'ai dit. J'ai dit que j'étais moins sacoche, moins sérieux. Tu sais, j'étais allé manger au restaurant pour la fête à Vincent, mon beau-fils.
Et j'ai pris une fondue au fromage en entrée, au whisky. Et j'ai pris un tartare de bœuf avec frites. Là, 2 mois, j'aurais pris tartare de frites avec salade. Tartare de frites. Tartare de bœuf. Boy. Tartare de frites, là, tu te maganes pas pire. Mais là, tu t'aides pas parce que là, en grande primeur, on l'annonce sur le podcast aujourd'hui, c'est le retour tant attendu de la baie d'Ambessieux à la Goyave. Ben oui, j'ai écrit à Yann de la brasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache, de même un matin. Salut Yann, je me posais la question, il arrive quoi? Est-ce que c'est la fin de l'aventure? Il dit non, la baie d'Ambessieux est très populaire chez nous et on la rebrasse pour une autre année. Et je pense, je me souviens pas ce qu'il a dit, comme de raison, je m'en souviens pas. Là. Évidemment. Mais le temps que tu fais du temps, je vais aller checker ça. Mais parlant Yann, de mesdames, messieurs, là, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les réactions des gens qui goûtent la première fois, celle de Jocelyn Brun, là, il ne s'attend pas à goûter une baie d'Ambessieux à la Goyave. c'est la 4e année qu'on va avoir une bière baie d'Ambessieux. Quand même, c'est le fun, je trouve ça cool. Ben oui, mais bravo Marc, bravo à toute l'équipe de Microbrasserie Noire et Blanche. Merci. De Saint-Eustache. Exact. On continue, on fait un petit retour sur le podcast de la semaine dernière qui était l'avis des lutteurs sur la route. Tu as eu des bons commentaires par rapport à ça sur YouTube. Oui, je suis allé, c'est David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, ça m'en prend ma Mustang. As-tu été voir Pneu Mac Côte-Saint-Louis? Pas de la semaine passée, mais j'ai checké sur Marketplace. Mais ils t'ont dit de revenir au printemps. Est-ce que c'est le printemps? Non, Marc, Ben non, au printemps. C'est pas ça. Je suis pas allé la semaine passée. Bon, qu'est-ce qu'il disait, David Jouan? Ça, c'est une des lignes préférées de Ghislain Lepage. Ah ouais? Je cherche des rimes, ma Mustang, ça, il aime beaucoup ça. Hey, puis je fais du temps, là, Guillaume Braconnier m'a envoyé des audios sur Instagram et il parle par-dessus notre intro. Fait que pour la fois là, que tu as voulu faire le fin finaux en disant que les gens n'aimaient pas ça, notre intro, je pense que nos classiques, là, les gens, je pense qu'ils l'écoutent des fois pour ça. Ça, c'est le gars qui chasse sans permis. Eh, boy, Marc, tu t'en vas là, Braconnier. Eh, boy, il disait quoi, le Don Juan des pauvres, là? Je sais pas de quoi qu'on parlait. Ah oui, il me disait, c'est tellement long quand tu passes ça que j'ai oublié pourquoi qu'on a mentionné son nom. Mais sérieux, il me disait, va voir sur YouTube les commentaires. Et l'entrevue, entre autres, celle avec Raymond Rougeau de la semaine dernière. Incroyable. J'ai parlé à mon chum Martin Brissette, le millionnaire, qui m'a dit c'était du bonbon, il en aurait pris plus. C'était extraordinaire ce que Raymond t'a partagé. Tantôt, je parlais de Ghislain Lepage qui en a parlé. Penguin Pittsburgh Fans 1, Clown Intelligent, Nate 1761, ça, c'est tous leurs vrais noms. Ce sont des gens qui ont commenté et Nate 1761, il dit David Jouan. Le Don Juan des pauvres? Y a-tu marqué le Don Juan des pauvres? Non, il dit David Jouan devrait s'ouvrir un restaurant de sushi. Puis il fait rouler en boucle des vieux pay-per-view sur ses écrans. Ouais. D'ailleurs, on a bien avancé sur... bien avancé. On a avancé sur le voyage dans les Europes, lui et moi. Là, ça se... On voyage avec David Jouan, pas avec Jas, avec David Jouan. Avec Jas, on va aller voir David Jouan. Chanceux. Jas, ton épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui, et elle a bien ri quand la semaine passée, j'écoutais dans l'auto le temps qu'elle me faisait attendre 4 heures dans le parking alors qu'elle était au Costco. Et elle est rentrée, puis tu parlais de ton autre chum millionnaire. Les deux chums millionnaires, Martin Brissette, Steve Mongrain. Steve Mongrain. Elle dit, millionnaire. Elle ne comprenait pas pourquoi tu disais ça. Mais d'après moi, c'est parce qu'il y a de l'argent, Jas. 2 millionnaires. 2 millionnaires, on les salue encore parce qu'à chaque semaine, Steve Mongrain n'en revient pas que je le plug en ondes. Mais Steve Mongrain, le millionnaire. Hey Marc! J'ai rien à dire là-dessus. Je tombe sur des choses intéressantes. Là. Les 3 Simmania qui s'en viennent. Simmania 9 le 10 mai prochain, en direct de Wallinac. As-tu un peu plus de détails? Je sais que tu en as donné pas mal. J'étais là la semaine passée.
Oui. Le contrat est signé en belle et due forme parce qu'il faut s'entendre sur plein de petits détails. J'ai été bien reçu par nos amis. J'ai fait des promos qui seront présentés sous peu. Tout ça, c'est dans le cadre du 3e anniversaire du Grand Royal Wallinac. D'ailleurs, JF, celui qui filmait, t'a salué. J'espère que tu vas passer faire quelques promos. J'avais la ceinture. Malheureusement, Max Lemire ne pouvait pas être là, mais il va aller... Quoi? Les Lions du Nord ne pouvaient pas être là, il reste à côté. Je sais, mais il est en formation. Alors, il ne pouvait pas, mais il va aller faire des promos et on est en train de préparer fort possiblement pour le samedi de Pâques, le 19 avril, où le Lion du Nord serait là avec sa ceinture, signer des photos pour promouvoir justement Simmania 9 qui aura lieu le 10 mai. C'est un samedi. Et écoute, je sais que tu écoutes. J'écoute. On a réglé tellement de détails. Ça va être très intéressant. Il reste quelques... Ils m'ont demandé peut-être d'essayer d'acheter un combat féminin. C'est apprécié l'année passée. Fait que là, on est en négociation là-dessus pour un ajout. On a, pour la première fois dans l'histoire de Simmania, on aura un combat hardcore, combat extrême entre Sexy Eddie et Jason Petitclerc. Le Raccoon, je pense qu'il s'appelle. Ouais. Et là, on a regardé dans le backstore, on a trouvé des tables, on a trouvé des cakes de bière, on a trouvé plein d'affaires qu'on va mettre dans le combat extrême. On a fait le plan. On a déjà... Le plan de base, c'est 15 tables VIP. Et on est à peu près, puis il n'y a rien qui a commencé à être vendu comme tel, là, mais on est à peu près à 8 tables de partie. Alors, il resterait 7 tables VIP. Eux, ils marchent, c'est 550 $ pour 8. Ils donnent une bouteille de fort ou 2 chaudières de bière et 2 plateaux de bouffe. Alors, c'est un très bon deal. Plus ceux qui achètent une table VIP, ils reçoivent chaque joueur, chaque personne, 20 $ de crédit jeu. Et tous ceux qui vont acheter un billet régulier vont avoir un 10 $ de crédit jeu. Fait que je pense que ça va être vraiment une très, très belle soirée à Simmania 9 là, au mois de mai prochain. On peut parler du combat attraction spéciale. Handsome GF contre Mike Santana de TNA. Oui. Et d'ailleurs, je dois relancer Mike dans les prochains jours pour l'avoir en entrevue, pour nous parler un peu de sa carrière et qu'on le connaisse un peu plus, Mike Santana. Et pour tous ceux qui m'écrivent, savoir quand les billets seront disponibles. Ça, c'est le regard, c'est parce que ta femme a dit c'est assez? Pas du tout. Non? OK. Les billets seront disponibles sur le point de vente, les billets réguliers. Et pour les fans de Max Lemire, il va y avoir une section champion. Alors, les vrais fans vont pouvoir se réunir ensemble. 3 chaises. Et moi, je suis langue sale. Oui. 3 chaises. 3 chaises. Il y en a qui vont pas se mettre les pieds sur la chaise. C'est parfait, ça. J'ai hâte de voir cette section-là. Ça, c'est Cédric qui m'écrit parce que c'est le départ probablement du Daytona. Il est là. Fait que, désolé, Cédric, mais je suis en Zoom. Alors, ce matin, il m'a envoyé... Oui, est-ce que tu es avec nous? Ben oui, j'ai ma fille Amélia qui vient de me montrer sa belle robe de la Reine des Neiges. Oh! Très belle, mon amour. Elle l'a pris dans le tiroir à ton épouse? Non, c'est pas Alexandra qui porte ça dans nos soirées de Saint-Valentin. Ah, OK, parce qu'ils ont les deux à peu près la même shape, hein? Ouais. T'as un très beau collier. Ouais, on continue. Vas-y, partner. Je te disais que ce matin, Cédric, qui est à Daytona pour la course, m'a envoyé une vidéo. Écoute. Une vidéo. Écoute. J'écoute. Débile ce que la WWE fait. OK. C'est incroyable. Et je ne sais pas, je peux t'envoyer la vidéo. Là. Oui. Ils ont une scène. C'est marqué WWE Raw, Netflix. Ils ont une scène avec un ring.
les fans de course, parce que c'est à une piste de course, Ouais. montent les marches, sortent comme s'ils sortaient du Gorilla Position à Raw. Ouais, c'est hot, ça. Et là, tu as la boucane qui sort, puis un caméraman qui le filme. Le gars, il avance, il fait... C'est bien hot, ça. C'est débile, comme les fruits, comme les légumes, comme le poisson, c'est débile. Oh, mais japonais, tac-à-tac. Ça doit coûter une fortune, mais quel outil de promotion, c'est fou. Je vais essayer de trouver l'image puis l'envoyer, mais wow! Alors, Cédric est là-bas, puis il m'a envoyé ça. Il y avait une pensée pour moi, tu devrais mettre ça à Simmania. Oui, hey, je continue pour les Simmania. Quel beau lien, Marc. Simmania 10, 12 juillet prochain, Sainte-Madeleine. Confirmé! Confirmé, là, c'est 100%. Tommy Dreamer face au Handsome JF. Wow! Ça va être bon. Dans un bowling ball alley match. Non, ça. Ouais, c'est ça. Hein? Je connais, moi, l'histoire de la boule de bowling. Il falloir que je me prépare pour ne pas la subir. Mais je trouvais qu'il y avait un lien. Fait que c'était intéressant, ce combat-là, parce que dans quelques mois, ta tête aura de l'air d'une boule de bowling. Pas si pire, les cheveux, là, ça repousse. En avant que ça repousse plus. Qu'est-ce que je fais? C'était bien langue sale. Oui. Moi, pour Simmania 10, là, à 12 juillet prochain, j'espère que la mairesse, Mme Demers, ça ne se mêle pas de mes affaires parce que ça va aller mal. D'après moi, on va s'en mêler. D'après moi, c'est le style à s'en mêler. Là. Elle a tout fait pour que je ne te place pas dans un des combats. Oui? Ouais, tout fait. Mais tu sais, t'es mon partner, puis je te back, puis jamais je parle en mal de toi. Ben non, j'imagine. Faudrait que je parle à ton épouse pour le savoir, ça. Tu m'as planté avec Raymond Rougeau la semaine passée que je prenais plein de douches. Ben, est-ce que tu prends plein de douches? Ouais, mais au moins, je sens bon. T'aimes-tu mieux un partner qui ne prend pas de douche? Puis ça... Ben ça, je pourrais t'en compter une couple. Oui, on pourrait raconter, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est ça. Fait que Simmania 10 aura lieu le 12 mai. C'est à Sainte-Madeleine. 12 juillet, Marc. 12 juillet, merci. À Sainte-Madeleine, ce n'est pas au camping. Et c'est au parc municipal. Oui. Où il y a la structure. Où il y a une structure qui est débile, comme les fruits, comme les légumes, comme les pousses. Tu radonnes, c'est incroyable. Pauvre Jazz d'endurer ça à tous les jours. Et on va commencer à mettre des images et les billets sont disponibles sous peu. Il y aura bien sûr des tables VIP. Il y aura bien sûr des sièges premium et il y aura également des sièges d'admission générale. L'important, c'est qu'on n'anime pas en haut du boombox que j'ai pas trop le vertige. Le boombox ne sera pas là. OK, bonne affaire, bonne affaire. Et je termine le dernier Simmania 11, à Mirabel, le 21 septembre prochain. Oui, le 21 septembre prochain, j'ai 70% des billets réservés. Je vous le dis, là, parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai pelleté pendant 8 jours. Mais il reste 5 tables. J'en garde 2 pour ceux qui sont mix and match. Alors, ça va aller vite. Ça va être sold out, puis on parle du mois de septembre. Il y a drôle de bruit chez vous. Il y a de l'action dans la maison, là, un dimanche comme ça, un matin. Bon. Et là, on n'a pas de combat annoncé encore pour septembre. On sait qu'il y a un WrestleCon organisé par notre chum Firestorm, Jeff Leduc, de Live Wrestling Auction la veille. Donc, il y aura des vedettes en ville, des anciens lutteurs en ville. Bien, hâte de voir ce que tu vas concocter pour les fans. Je peux te dire que pour le Meet and Greet, j'ai déjà signé un duo. Oh! Je ne vais pas plus loin. Tu me le diras pas. Non, je te le dirai pas. Je demanderai à ta femme. Est-ce que ce duo-là va performer sur le show Simmania? Sait-on jamais? Oh, intéressant. Alors, j'essaierai pas de te tirer les verres du nez parce que ça m'intéresse pas de te fouiller dans le nez, mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, mon épouse me disait qu'au soleil, mes poils de nez brillent beaucoup. Je devrais faire attention. C'est vrai. L'autre jour, elle m'a dit ça. Tu sais qu'au soleil, tes poils de nez paraissent pas mal. Rose ça, Marc. Après la cire d'oreille, on parle des poils de nez.
Je prends mes pinces à cils, je tire dessus, puis je me mets à broyer puis à faire des happy chew. Hey, là, on est vraiment là, dans le privé de M. Fun. Hey, dites-nous en commentaire. Je te parle de mes selles. Non, je n'ai assez quand je suis en voyage 4 fois par année, Marc. On n'ira pas là. J'en ai assez. On termine. On parle de TNA. Oh, il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine. Ça m'a Marc, même je fait peur. recommence. On parle de TNA. Oh, il y a eu Total Non-Stop Action. Hey, t'as 8 phrases à dire. T'es oublié. Ouais, ça a brassé cette semaine. Hey. Tu m'as envoyé de quoi? Je n'étais pas membre de cette page-là, de ce groupe-là. OnlyFans ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça. TNA Fans. Ouais, Fan Nation, quelque chose de genre. Oui, Fan Nation. TNA Fan Nation. On a appris que Anthony Ciccone, qui était le nouveau président, n'y sera plus. Ben, Christy Amy, qui était revenu à TNA pour s'occuper du volet marketing, n'y sera plus. Et comme dirait mon ami PCO, elle ne s'occupait pas vraiment du niveau marketing. Mais elle paraissait encore très bien. Oui, effectivement. Elle a eu une aventure avec Jean-François Kelly à Montréal en 2012. Ah oui, raconte-nous ça. Ben, c'est privé, là. Ça s'est passé dans un motel universel. Les deux. Non, c'est pas vrai, je dirais pas ça. On va le mettre over. Ben oui, exactement. Sinon, c'est un bon fait d'armes, ça, une soirée avec Christy Amy. Ouais. Mais la plus grosse nouvelle dans tout ça, c'est que c'est notre ami, façon de parler, Josh Matthews, qui était le producteur, celui qu'on a dans les oreilles toujours, qui nous dit ce qui s'en vient, qui fait les décomptes vers les transitions, nous amène aux reprises. Lui qui était le producteur, qui ne sera plus là. Il faisait une bonne job. Oui, on ne l'aime pas parce qu'il ne nous saluait pas, puis je me suis déjà pogné avec 2 fois. Dans le passé, il y a peut-être 2 ans. Là. Ouais. Mais c'est juste que c'était pas un gars sympathique. C'est un gars qui se prend pour quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. Il ne sait pas c'est qui, c'est ça ici. Il se prend pour un autre, mais il ne sait pas c'est qui l'autre. Exact. Mais quand il était en action, les derniers shows, il était moins pire avec nous autres. Il ne nous a pas plus salué, mais dans les oreilles, il était fin. Mais quand il est dans le show, moi, je le trouvais très bon. Nous amener vers les transitions. C'est lui qui donne toutes les cues, si vous me permettez l'expression, à l'annonceur du ring, à nous, les commentateurs. Moi, je le trouvais très, très, très bon dans son rôle. Moi aussi. Surtout quand il nous demandait de l'attendre pendant 3 heures de temps pour les tests de son. Là, je trouvais ça très sympathique. Mais là, on sait qu'il n'y a plus besoin de nous autres. Celui qui va le remplacer, semble-t-il que c'est tout un pro. J'en parlais avec PCO, il le connaît. Travaillait à Ring of Honor. Travaillait, je pense, pour les Browns, si j'ai bien vu. J'ai perdu mes notes là, parce que je l'avais pris en note. C'est un gars qui a travaillé dans plusieurs stations, plusieurs chaînes télé, tout ça. Alors, ça devrait être un plus. Puis là, on va voir. Et en passant, après 2 semaines, toujours 0 réponse à mes courriels de Ariel. Là, lui, jamais il répondra. C'est vraiment surprenant. Je me suis dit, Moni va dire j'ai jamais répondu. Mais non. J'ai retrouvé mes notes. C'est George Veras qui va être le nouveau producteur exécutif. Comme tu l'as dit, il a travaillé pour ABC Sports, NBC, NFL Today, les Browns, le Football Hall of Fame. Il a gagné 10 Emmy pour son travail dans la production sportive. Donc, tu sais, c'est pas... Est-ce que ça a rapport avec Christy? Non, pas du tout. Bravo, Marc. Quel beau lien, mais on a déjà parlé de Christy, mais non. Fait que c'est ça, c'est une grosse pointure là, qui prend le contrôle de la production. Et souvent, quand on rentre quelqu'un comme ça, amène son équipe. J'ai lu aussi que notre ami Johnny Bravo et Ingrid ont pris du galon à TNA, vont avoir des rôles un peu plus importants en arrière-scène. Donc, bravo à eux. Et encore une fois, dans une discussion à bâton rompu avec PCO, il me disait qu'Ingrid le mérite. OK. Elle n'est pas super sympathique avec nous, mais peut-être qu'on ne l'est pas. Pourtant, tout le monde nous aime à TNA. Mais c'est sûr que toi, Marc, t'es haïssable. Non, mais toi, tout le monde dit que tu as du front tout le tour de la tête. Hey, tu sais, l'anxal, c'est incroyable. On parle de TNA, là, le 27 avril prochain. Ça va être Rebellion en direct de Los Angeles. Et nous y serons. Exactement. Nous y serons. Justement, je viens de voir rentrer des messages de Jean-François Kelly qui prenait une semaine. Oui, prenait une autre semaine pour penser si ça marcherait notre voyage.
Fait que là, là, c'est pas confirmé, cette histoire-là. lui, je sais pas. Des fois, là, il pitch pour que ça se fasse. Puis là, c'est moi qui attends après, mais je te dirais qu'aujourd'hui ou demain, on finalise ça, puis ça va être booké. Parce qu'on a des vidéos à faire pour ceux qui nous encouragent. On a à la carte sport où je serai dimanche prochain, le 22, à Longueuil pour la foire. Oui. La foire, surveillez ça, la foire aux cartes. Je m'en vais animer là le 22. Eux sont partenaires de notre voyage. Le Grand Royal Wallinac est partenaire de notre voyage, donc on va faire des lives là-bas pour les deux. Il y a toujours le cadre de Yvan Cournoyer, autographié, gagnant de 10 Coupes Stanley, que je vais préparer une vidéo que je vais envoyer en début de semaine après la tempête pour nous encourager avec les participations. On en vise 80, on en a 4 de vendus, mais on ne s'est pas mis sur le cas. Puis tes deux chums là, du Chili Bowl, là, Chili Royal, Chili Rumble. Phil Leclerc et Steve Charette. Ils n'ont pas reçu des questions, de mettre 10 piastres dans leur poche, eux autres. C'est incroyable. C'est ça. Exactement. Ça, c'est des amis, comment on appelle ça, qui tirent du jus. Ben, Steve Charette, il dit mon ami Marc. Je pense que c'est plus ton ami à toi que le mien. Sais-tu combien de monde dans le monde qui disent mon ami Marc, puis je ne les connais même pas? Je ne le reconnaîtrais même pas si je le voyais déblayer mon entrée. J'avoue que moi aussi, quand je t'attiennais, hey, my friend, how are you, my friend? C'est mes amis. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui se passe avec TNA. C'est comme dirait l'autre, ça va être à suivre. À suivre, exactement. Hey, ça fait le tour des nouvelles à Blondin. On va prendre une petite pause parce que là, il faut prendre notre souffle. Et au retour de la pause, on parle des familles célèbres dans le monde de la lutte professionnelle. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je pense que c'est l'épisode 206. T'as juste ça à vérifier, Marc. Je ne sais pas. Je vais y aller, ouais. Eh boy, la vie sur la route, c'est à 204. Donc, on est rendu à 205. Bon, 205, ça veut dire que dans 3 semaines, on va atteindre le 208, qui sera le 4e anniversaire. Ah, c'est compliqué. C'est pas grave. La vie sur la route a beaucoup changé dans le monde de la lutte professionnelle entre 2025 et les années 80-90. Pourquoi je prends pas là? T'es bien mêlé. T'es amusé. La semaine passée, Marc, t'as fait ça. Hey, boy! Hey, le pire, c'est que je bois de l'eau et du café, on est de bonne heure le dimanche. Hey, habituellement, c'est quand on arrive ce soir qu'on est décousu de même, mais là, c'est le matin. Mais ça, c'est sûr que ce bout-là se retrouve des bloopers. Hey, Marc, t'en repères, c'était incroyable. Cette semaine, on parle des familles célèbres dans le monde de la lutte et tu as eu la chance de t'entretenir. Il est de retour sur le podcast après une absence là, de quelques semaines, le professeur Bertrand Hébert. Parce que nous, au Québec, on est chanceux. Les Rougeaux viennent tout de suite dans notre tête. Les Leduc, les Vachon. Il y a eu beaucoup de familles québécoises. Et dans le monde de la lutte, il y a eu les Von Erich avec le film que je veux regarder, que j'ai toujours pas trouvé le temps. Il y a eu les Funk, il y a eu tellement de familles. Les Hearts, les Anoa'i, les Rhodes, les Ortons, les Guerrero, les Briscoe, les Poffo, les colons à Porto Rico, c'est les Wyndham. Reste poli, toi, les colons. Là, je parle pas de ton cercle d'amis proches, là. Oh, t'es langue sale. Ah, j'ai pas nommé de nom. Sans plus tarder, je te laisse présenter notre premier invité. Il est de retour sur le podcast pour nous instruire et nous apprendre plein de choses sur les familles célèbres dans le monde de la lutte. Le professeur Bertrand Hébert. C'est un sujet que plusieurs personnes me parlent depuis qu'on a débuté la série de podcasts Le Soyez-y, mesdames, messieurs. Et c'est vrai que pour nous ici au Québec, tu sais, t'as les Vachons, t'as les Rougeaux, on est comme un peu habitués.
Et si on regarde au Canada, ben, il y a les Hart et tout ça. Et je voulais en parler avec mon bon ami Bertrand Hébert, qui ne s'est jamais présenté à Simmania, même Mais non. s'il avait une belle table en Ouais. or plaqué. Non, je sais. Non, c'était pas une bonne journée, là, avec ça a commencé à pas filer. Là. À ce moment-là, là, on va se reprendre un jour. Là. Là-dessus, du monde qui file pas, hein? C'est incroyable. Ah non, ça a comme pogné une vague là, avec la fin janvier. Là, puis c'est ça. Mais bon, on va s'en remettre. Janvier est fini, il reste février. Après ça, c'est le mois de mars. Après ça, c'est le printemps. Ouais, vu de même. Ben oui. Puis après, c'est l'été. Ben oui, on va s'en sortir. Bert, on a fait beaucoup d'allusions suite au Royal Rumble, fils d'un plombier, la famille, Dusty Rhodes, Cody. Parle-moi de pourquoi qu'il y a tant de familles, comment je pourrais les qualifier? Des familles, pas royales, là, mais tu sais ce que je veux dire? Ouais. Des grandes familles dans le monde de la lutte professionnelle. Ben, c'est clairement la lutte, ça a toujours été, ou ça devient facilement une petite entreprise historiquement qui était locale à une région et ça devenait relativement facile et normal quand tu grandis là-dedans de vouloir en faire partie, faire voir partie de la business familiale. Même toi, tes fils t'aident, même s'ils sont pas des passionnés de lutte. Ça fait partie un petit peu là, de ce concept-là. C'est une petite entreprise, souvent qui est familiale, et on grandit là-dedans et on veut en faire partie, que ce soit les McMahon avec Stéphanie puis Shane. C'est l'exemple parfait. C'était plus rendu une si petite entreprise que ça, mais ça devenait quand même une business familiale jusqu'à la vente à TKO récemment. Donc, c'est un peu toujours ça. Hein? Au Québec, c'est un peu la même chose. Hein? La famille Rougeau, Johnny était la royauté après que son oncle Eddie ait lancé dans la lutte. Mais à partir de là, Eddie Auger lance Johnny, mais Johnny va traîner son frère Jacques à la lutte. Ils vont faire équipe. Et les fils de Jacques, on les connaît tous, ce sont nos contemporains, Raymond, Jacques et Armand, qui vont devenir là, synonymes de lutte professionnelle au Québec. Moi, j'ai dit, je redis, au Québec, le nom Rougeau est plus gros et plus important que le nom Hart. C'est pour ça que j'ai jamais acheté la théorie que le Survivor Series 97 était un affront si épouvantable à Brett de perdre à Montréal. Il y a toute une série de lutteurs plus gros et plus populaires que Bret Hart à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est pas la famille Hart, la royauté, c'est les Rougeau. Exact, d'accord. Et faut pas oublier Joanne, qui a été la promotrice pour la WWE. À un moment où la WWE connaissait des ratés un peu partout en Amérique, et c'était le territoire que Joanne faisait entre l'Ontario et les Maritimes qui avait le plus de succès à cette époque-là, par son travail acharné sur le terrain pour réussir à vendre le produit, puis à vendre des billets, puis amener les lutteurs dans des parties de balles molles, à la radio, à toutes sortes de promotions. Donc, en ce sens-là, c'est une famille qui a été impliquée dans le milieu puis qui a eu un impact important sur la lutte au Québec. Je pense pas qu'on va jamais connaître à nouveau une famille avec une pareille légende au Québec. À la lutte, faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. T'sais, on a quand même aussi les Vachons au Québec qui ont été une famille importante. Maurice, c'est souvent un peu ça. Hein? Quand c'est pas les promoteurs, mais Maurice, il voulait que son frère, qui était lutteur amateur, vienne le suivre. Puis là, ils ont fait équipe ensemble parce que c'est une bonne gimmick à la lutte, là, deux frères. Ouais. Quand on n'a pas deux vrais frères, on en fait deux faux. Joe Exact. et Paul Leduc, Exact. qui ont créé de par eux autres même une toute autre famille au complet, de A à Z, au point où Paul a changé son nom. Les enfants de Joe et
Paul se considèrent comme des véritables cousins de sang. Et aujourd'hui, ben, Karl Leduc qu'on connaît, ben, lui, il a le nom Leduc, c'est son vrai nom, là, même si à la base, Paul Leduc, c'était un pigeon. Donc, c'est, tu sais, quand la lutte et les familles, ça va ensemble parce que c'est tellement une histoire naturelle à raconter. On n'a qu'à penser récemment là, avec Cody, hein, c'était une histoire naturelle de raconter. Cette histoire-là, c'est la légende de son père qui est décédé, qui n'a jamais été le champion. Son frère n'a jamais atteint ce niveau-là. Et Cody voulait atteindre, c'est une histoire naturelle, on s'identifie à ça, on a tous eu un père, on a tous une relation différente avec notre père. Toi-même, tu as ta propre relation écourtée qui a impacté ta vie. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, on va facilement s'identifier à cette histoire-là, que ce soit en nostalgie, et 6 mois aussi. Il y a tout le temps cette partie-là. Donc, ça a toujours été naturel pour les enfants de venir joindre la business familiale, comme on dit. On n'a qu'à penser, puis ça a créé des empires au Texas quand les Von Erich, on en a parlé, là, on va glisser rapidement sur les Von Erich parce qu'on en a parlé au complet dans un épisode. Mais c'est vraiment une famille qui a marqué son époque au point où on a fait un film. Mais honnêtement, je pense pas qu'on ait fait un épisode sur les Von On a, pas Erich. fait, on a parlé du film beaucoup quand même, mais tu sais, il y avait Fritz Ouais. Von Erich, le patriarche, il y avait un faux frère. C'est ça qui est tough à savoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Mais Fritz lui-même va créer un empire où il va avoir David, Mike, Kerry, Kevin et Chris qui vont faire de la lutte. Les enfants de Kevin, Marshall et Ross sont avec la Ring of Honor maintenant. C'est pas des plus grands des lutteurs, mais ils sont là quand même. Lacey Von Erich, la fille de Kerry, a été longtemps avec TNA. Donc, mais ils n'ont jamais reconnu le succès de l'époque des Von Erich au Texas, qui était aussi gros qu'Elvis à Dallas à cette époque-là. Donc, ils ont marqué leur époque, c'était des teenage idols. Et c'était une grande famille, puis qu'à la base, Fritz Von Erich, c'était un méchant allemand, là, qui était en fait un Ed Kitson de son vrai nom. Là. Mais la famille Von Erich est devenue, là, c'est cette légendaire famille dynastie qui a marqué le monde de la lutte. Si on cherche rapidement famille de lutte, c'est souvent les Von Erich qui vont sortir en premier. Là. OK. Dans le Tennessee, Nashville, tout ça, ben, il y a Jeff Jarrett, qui est une longue famille de lutte. Il est marié avec Karen, qui est l'ancienne femme de Kurt Angle, mais qui est aussi une gérante, un personnage à la lutte depuis des années. Mais son père, Jerry, a été promoteur longtemps, lutteur longtemps, partenaire de Jerry Lawler. Excuse-moi, dans la lutte. Et son père était donc Jerry, promoteur. Ce que les gens ne savent pas tout le temps, c'est que c'est la mère de Jerry Jarrett qui l'a un peu lancé dans la lutte parce qu'elle était devenue, Christine Jarrett était devenue une espèce de promotrice avant son temps pour une des villes dans le territoire de Nick Goulas. C'est elle qui vendait les billets. De Memphis, là, Nashville, Memphis, avant que Jerry prenne le contrôle de ce territoire-là. Donc, elle faisait la promotion d'une ville, elle était bookkeeper, elle avait tous les chapeaux, à l'exception de s'occuper du produit créativement. Et c'est un peu elle qui les a lancés dans le domaine de la lutte. Jerry va suivre suite à ça. Et quand il va devenir très, très populaire, c'est ce qui va lui permettre de prendre le contrôle du territoire après ça être fait faussement vendre une partie du territoire quand il s'est aperçu qu'il s'était fait bamboozle. Il a carrément décidé de prendre le territoire avec Jerry Lawler, puis en volant la télé, là, je passe vite, mais c'est une famille de lutte qui remonte à la grand-mère. Donc, par contre, jusqu'à nouvel ordre, les enfants de Jeff n'ont pas démontré aucun intérêt pour la business. Parce que ça aussi, c'est l'envers du décor. C'est pas parce que tu as grandi dans une famille de lutte que tu es nécessairement bon dans la lutte. Sauf que tu vas te retrouver à avoir des opportunités que d'autres n'auront pas. On n'a qu'à penser à Eric Watts, par exemple, qui était le fils de Bill Watts, qui a eu des opportunités en or, mais
C'est ça. C'était pas le meilleur des talents ou un talent supérieur, mais il y a eu des opportunités que d'autres n'auront jamais parce qu'il s'appelait Eric Watts, puis son père était le boss de la compagnie. Mais c'est aussi vrai, Bert, ce que tu dis, que pour l'amateur de lutte ou les gens comme moi, je ne sais pas si toi, tu es comme ça, mais quand on entend parler d'une deuxième ou d'une troisième génération, on dirait qu'on a un intérêt déjà accru. Ouais, mais c'est sûr, c'est le linéage, hein, c'est l'histoire en arrière de ça. On a des souvenirs en lien avec les générations d'avant, puis on est en espoir que le gars va avoir du talent, puis va percer. Il y en a qui vont réussir même au-delà de leur paternel et grand-père. On n'a qu'à penser à Randy Orton, qui est devenu, avec les années, ou légendaire et une plus grosse vedette que son père, Bob Orton Jr., a jamais été. Et encore plus gros que son grand-père, Bob Orton Sr., qui était quand même un promoteur, puis quelqu'un avec une réputation. Mais Randy est devenu un champion du monde, un lutteur légendaire des temps modernes, qui a eu une longévité exceptionnelle, qui est toujours là. Ouais. Donc, c'est pas rien, là. Puis là, tu sais, c'est sûr, là, on parlera pas de toutes les familles où ils sont deux, là. Ouais. On s'entend. Au Québec, là, on peut penser rapidement, on peut passer il y a la famille Proulx qui ont longtemps été promoteurs, là, les enfants, la femme, les frères, tout le monde travaillait ensemble. Je suis pas à l'abri de ça. Moi, mon frère luttait du temps que j'étais avec la NCW, mon fils lutte. Donc, ça vient souvent très naturellement parce que les gens grandissent dans cet environnement-là. On veut participer, on veut faire partie du spectacle, on veut. Et souvent, on l'a dans le sang aussi, donc par conséquent, ça devient naturel. Par contre, tu as des familles exceptionnelles comme les Guerrero, avec le père Gory Guerrero, et qui nous a donné, entre autres, le plus talentueux et le plus connu, Eddie Guerrero. C'est toute une famille de lutte. Là. Une des filles d'Eddie Guerrero qui a fait la lutte, qui a laissé ça de côté. Mais il y en a une autre là, qui se prépare à faire de la lutte également. Brock Lesnar a des enfants super talentueux dans les sports. Il ne serait pas étonnant qu'un jour, peut-être, on voit un autre Lesnar aussi dans le monde de la lutte. Ça devient toujours, c'est tellement une histoire naturelle que les gens peuvent s'identifier. On n'a qu'à penser même à Braun Breaker, même si on tente de les séparer de leur famille. En leur donnant un nouveau nom, reste qu'on a maintenant bel et bien identifié que Braun Breaker, c'est le fils de Rick Steiner. Donc, son Pourquoi père, qu'on son fait nom. ça? Il y avait, je pense qu'on va en avoir de moins en moins sous l'ère Triple H TKO. Vince était très, je veux contrôler, puis je veux posséder le nom, puis etc. Bon, clairement, Braun Breaker a comme adopté ce nom-là, puis il aime son identité à lui, quoique c'est presque un clone de son père et son oncle en style puis en lutte, là. Fait que, tu sais, je serais pas surpris qu'un jour, parce que c'est Bronson son nom, donc je serais pas surpris qu'un de ces bons jours, ça soit pas Bronson Steiner. Puis on s'entend, leur vrai nom de famille, c'est Reach Steiner. Donc, c'est un peu comme Cody, là, c'est-à-dire qu'il s'appelait Cody Rhodes parce que son père s'appelait Cody Rhodes, mais comme il s'était jamais appelé Cody Rhodes avant, c'est la WWE qui était propriétaire du Cody Rhodes. Fait que souvent, ça a été Cody and Brandy Rhodes. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'appeler directement Cody, que ce soit avec All Elite ou sur les indépendants. Ça a pris un certain temps avant que ça soit négocié de ce côté-là pour qu'il puisse récupérer son nom. Même si c'était un nom familial depuis des années. C'est pour ça que les gars vont de plus en plus, d'ailleurs, aller enregistrer leur nom pour en être propriétaire. Là. C'est ce qui est arrivé un peu avec Edge, c'est-à-dire qu'il a enregistré Rated R Superstar, fait que c'est à lui. La WWE l'ayant laissé expirer, parce que c'est des choses qu'il faut que tu renouvelles régulièrement. Il va en avoir de moins en moins, j'ai l'impression. Charlotte, c'est pas son vrai nom, mais au début, il l'appelait seulement Charlotte. Elle est devenue Charlotte Flair par le temps qu'elle est montée sur le main roster, comme s'il y avait eu encore une fois un changement de direction. Hein. On veut pas qu'il soit un lien direct avec leurs parents. Mais moi, je savais pas que c'était pas son vrai nom. Mais encore là, eux autres, leur vrai nom, c'est Flair. C'est pas Flair, c'est le nom d'artiste. Puis
Donc, à partir de là, tu sais, c'est vraiment. Puis elle a choisi Charlotte à cause du lien avec de la ville de La Charlotte avec la ville. famille, là. Hein? C'est Donc, logique. mais c'est encore là, tu sais, là, techniquement, ils sont trois parce que, même quatre, parce que les deux fils de Rick ont fait de la lutte, là. David en a fait dans le temps de la WCW. Ouais, où il a Euh, essayé. ouais, ben, il a essayé fort. Mais encore là, tu sais, il y a eu des opportunités que d'autres n'auraient pas eues. Exact. Et Oh on oui, l'a un peu exact. lancé dans la fosse aux lions Ah sans oui. l'entraînement nécessaire. Par Ouais. le temps qu'il y a eu l'entraînement nécessaire, ben, force est d'avouer que soit il y avait des mauvaises habitudes ou il n'y avait pas vraiment la volonté de devenir une vedette, là. Ouais. Et bon, on a Reid Flair, là, qui était lutteur amateur, qui a lutté un peu professionnellement, qui malheureusement est décédé, là. Ouais. Donc, tu sais, ça devient naturel. Puis, tu sais, dans leur cas, eux, c'est souvent présenté comme, ben, mon père a fait ça. Tu sais, j'ai plus connu mon père comme ça, ou j'ai pas connu mon père à cause de ça. Puis c'est comme une espèce. Tu sais, Charlotte a dit souvent qu'elle vit le rêve de son frère, Reed, parce qu'au début, c'était pas quelque chose qu'elle visait, mais c'était une athlète naturelle au volleyball, puis en d'autres sports, et ça lui est venu très, très naturellement. C'est souvent une famille de 3 4 5 personnes. Les 3 4 5 ne sont pas nécessairement bons, là. Ouais, la Ouais. famille Hart à Calgary où Brett et Owen sont devenus vraiment des vedettes internationales. Mais on a Bruce, on a Smith, on a Keith, Dean, Ross, qui ont été principalement des lutteurs locaux ou des arbitres locaux, promoteurs locaux, qui n'ont jamais vraiment traversé à un autre niveau. Dans leur cas, à eux, la famille Hart, c'était expansionnel. C'est-à-dire que Ben oui. les filles ont marié des lutteurs. Donc, Ellie Hart qui a marié Neidhart, qui a eu Natalia. Donc, Mhm. la lignée se poursuit. Tu as Diana qui a marié Davey Boy Smith, qui a eu Davey Boy Smith Jr. La lignée se poursuit. Tu as Georgie Hart qui a été marié avec, son nom m'échappe, je pense que c'était BG Annis. Leur fils, c'est Teddy Hart, qui a quand même une petite renommée. Euh, ben, on avait parlé de Teddy Hart, c'est lui qui voulait entraîner ses chats pour faire des interventions dans le Oui. monde de la lutte. Oui. Oui. Et tu as Allison Hart aussi, qui a été mariée avec un lutteur plus local. Donc, et tu avais en plus Bret Hart, sa première femme, la sœur, donc sa belle-sœur, était mariée avec Dynamite Kid, Tom Billington. Donc, il y a comme un cercle familial élargi Un là, gros par contre. bassin de art. Effectivement, c'est pas pour rien qu'il y avait une mansion, un manoir, le manoir Ouais. Hart à Calgary, pour pouvoir avoir tout le monde sur place. Pardon. Il y en a plein, là, parce que, tu sais, il y a les Fuller qui avaient un territoire, il y avait des frères, des oncles, des fils qui étaient là-dedans. Il y en a partout, là, des familles. Des fois, c'est derrière le rideau. Si on prend au Japon, par exemple, All Japan Women, c'était des frères qui étaient propriétaires de la compagnie, qui dirigeaient ça. C'est souvent une petite business à la base, la lutte, et comme toute petite entreprise, souvent, ben, ça devient une entreprise familiale. On n'a qu'à penser au monde de Monsieur Fun. Ben, si on veut avoir des exemples, il y en a partout, là, tu sais. Ça Ouais. fait vraiment partie de ce décor-là. Et souvent, ben, les promotions locales vont être des histoires de famille. Moi, à l'époque de la NCW, quand j'étais là, ben, mon père était l'annonceur maison, ma mère s'occupait du restaurant, mon frère luttait, moi j'étais promoteur, ma première femme vendait les billets à la porte, la femme de mon frère vendait des billets à la porte. Tu sais, Ouais. parce que tu cherches des bénévoles, tu cherches des gens pour t'aider, tu veux des gens de confiance, ça devient naturellement tu sais, au-delà de vouloir répéter les exploits, ben, ça devient naturel de prendre les gens dans ton entourage. Les gens dans ton entourage te voient investi comme ça. À l'époque de la NCW, on partait 3 fins de semaine sur 4 minimalement. Donc, ça reste des excellents souvenirs, ce temps-là qu'on a passé sur la route avec mon père, ma mère, mon frère, nos femmes à voyager, puis un peu partout au Québec pour faire des spectacles de lutte, là.
c'est des souvenirs impérissables parce qu'on faisait plus que juste. Tu sais, c'est une époque de notre vie où on se serait peut-être moins vu parce qu'on aurait fait nos propres trucs d'adultes, nous, en C'est même vrai. temps. Donc, ça nous a gardés très proches. J'ai une photo dans mon salon à Bois-Moi, pas longtemps après la naissance de Zach, où on est mon père en annonceur de ring sur la place du marché à Bois-Moi pour un show extérieur. Moi, je suis en arbitre, puis on a Zach bébé avec nous dans nos bras dans le ring. Donc, tu sais, c'est des souvenirs. C'est sûr. Qui ont pas de prix, là. Donc, il y a tout ça qui vient en ligne de compte quand ça vient le temps de joindre les familles. C'est pas pour rien que Zach a été influencé par la lutte à l'époque de sa naissance. Même si pas long dans l'année qui a suivi, moi, j'ai pris une pause de la lutte. Il a grandi en regardant de la lutte, puis en étant dans le monde de la lutte sous une forme ou une autre. Quand il avait une dizaine d'années, c'est là que j'allais dans toutes les salles avec Pat Laprade vendre des livres. Donc, il a rencontré tous les lutteurs avec qui il lutte aujourd'hui, là. Alors qu'il était un jeune ado, là. Donc, ça devient naturel pour les gens qui grandissent dans ce giron-là de vouloir en faire partie, là. C'est pas tout le monde qui a le talent ou la drive pour que ça dure pour toujours, mais c'est vraiment un mouvement naturel. Puis, sans compter que pour le promoteur, comme tu l'as dit toi-même tantôt, quand on voit le fils d'un, le frère de l'autre, ça nous intéresse. On veut savoir, le fils de Scott Steiner va signer un contrat de développement, qui est un joueur de football. Tu sais, fait que là, tu dis, peut-être un autre père de frère de frère Breaker. Ouais, C'est pas comme Jean-François Kelly, Brown Baker, Brown le pâtissier. Fallu que je le reprenne. Mais c'est vraiment intéressant là-dessus et je pense que ça va toujours être là parce qu'il n'y a pas un thème plus naturel et plus universel qui est là depuis la nuit des temps que le thème de la famille, là. Et la lutte se prête très bien à raconter ces histoires-là, là. Pourquoi que c'est plus dans la lutte que dans les autres sports? Dans les autres sports, c'est parce que dans la lutte, c'est d'abord du divertissement. Donc, si tu as quelqu'un de moindrement un peu athlétique puis qui développe une personnalité, on n'a pas parlé de la famille Anoa'i, là, mais bon, parce qu'on a fait un épisode là-dessus. Là. Mais tu sais, ça devient un naturel et tu peux donner des chances à quelqu'un qui n'en mériterait pas dans ce cas-là, là. C'est un peu. Il y en a moins en moins, mais tu l'avais souvent avec dans le théâtre ou dans le cinéma ou la télé, où les enfants d'une star ont souvent des chances que d'autres n'auraient pas. Et bon, c'est pas encore là tout le monde qui réussit avec aussi grande. Tu sais, j'entendais récemment que la fille de Clint Eastwood va jouer Mae Young dans le film Queen of the Ring qui va sortir bientôt. Mais je savais même pas que Clint Eastwood avait une fille, encore moins qu'elle était rendue actrice. Mais c'est un naturel là aussi. Là, tu sais, je pense qu'on doit tirer des comparaisons directement plus avec le théâtre ou le cinéma qu'avec le hockey. Ou à un moment donné, le hockey, tu peux jouer au hockey toute ta vie comme ton père, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir le même talent. D'ailleurs, dans l'ancien compte, on avait raconté un peu cette histoire-là que Marc Gagnon, qui était comme une espèce de Mario Lemieux ou Wayne Gretzky à son époque, son fils était plus, pas un plombier, mais pas loin. Et son fils a vécu avec ce poids-là toute sa carrière de joueur dans l'ancien compte. C'est une fiction, mais c'est basé sur des observations aussi sûrement de Régent Tremblay, là. Donc, je pense que le lien est plus là qu'avec le sport directement, parce que justement, tu peux avoir ces opportunités-là que d'autres... Tu ne serais jamais rendu à la Ligue nationale si tu n'étais pas assez bon pour la Ligue nationale au hockey, là. Tandis que si tu es le frère ou le fils d'un, tu vas avoir une opportunité peut-être de commencer direct au Performance Center comme pour t'entraîner puis devenir lutteur. C'est comme Clint Eastwood qui a sa première job d'actrice à sa fille comme pour jouer sa fille dans son film ou vice-versa. Là, donc, non, je pense que le mot à retenir, à part celui famille, c'est opportunité. Ben, écoute, tu as l'opportunité, ben, tu en fais ce que tu peux ou ce que tu veux. Exact. Bertrand Hébert, merci beaucoup d'avoir creusé un peu
ce qui est présent dans notre vie d'amateur de lutte, mais qu'on n'a pas été souvent rentré dedans comme on l'a fait aujourd'hui. Fait qu'un gros merci. Comme toujours. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. L'ADN familial dans le monde de la lutte, c'est fou. Et on a comme deuxième invité Mathieu Lavigne, qui, en passant, a la joke de l'année sur Handsome JF. Vous allez adorer et ça va rester dans les annales. Il était mal à l'aise, mais c'était enregistré. Donc, je ne l'ai pas retiré. Ouais. Et lui, j'ai proposé un top 10. Comme de raison, il est un peu, est-ce qu'on dit réfractaire? Réfractaire? C'était proche. Oui, c'était proche. T'as un demi-point. Moi, je ne suis pas culturé. Il a fait un top 5 des familles qui descendent, qui ont moins de chances que le nom. OK. Donc, les prochaines générations. Oui, que ça descend puis qu'on risque d'oublier le nom. OK. Wow, c'est intéressant il a fait cet un top angle-là. 5 inversé vers les familles en ascension où les plus jeunes ont de chances de faire durer et éclater et faire briller le nom de famille. En a-t-il profité pour terminer son top 10 sur les costumes? Non, parce qu'il a pris tout le temps pour préparer la joke sur toi. Non, j'ai hâte d'entendre ça. Alors, sans plus tarder, on l'écoute. Mon ami, pour l'instant, il est de retour sur le podcast lui aussi, Mathieu Lave Lavigne. C'est très bon. Très bon, très bon. C'est quoi tu regardais? C'est pas important, je vous attendais. Excuse-moi, c'est quoi tu lisais? Oui, ben il y avait de très bons articles. Là. J'attendais que vous reveniez du bureau en cette journée très enneigée. Oui, je suis allé, Seigneur, j'ai pelleté ce matin à la maison. Je suis rentré, déjeuner, je suis sorti, il avait encore tombé un autre 15 cm, j'ai repelleté le balcon, et là, après ça, là, je me suis dit, hey, au bureau, les camions, il faut les déplacer, le boombox, il faut le piner. Mais là, la charrue avait passé. Ah, boy. Mais, ceci dit, tu bien blême? Apparemment, mais c'est correct. Je prends ma petite vitamine D à tous les jours. C'est sûr que de porter un chandail, les rois de la reine, ça l'aide pas à donner de la couleur à quelqu'un. Et surtout, un gars qui s'en va en Abitibi en plein hiver, c'est un peu un anti-bronzage. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tous aller en Floride comme des snowbirds, hein? Non, pas de mon âge. Moi non plus, je ne vais pas là. Non? Mon cher Mathieu, on est content. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas reçu sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est toujours un honneur. Je t'avais demandé de faire un top 10 sur les familles dans le monde de la lutte, mais tu as décidé de pimper un peu ma demande. Ben, j'ai dévié un peu parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des familles dans le milieu de la lutte, on parle à peu près sensiblement toujours des mêmes familles. Puis c'est quand même assez facile de savoir qui est puissant, qui est connu, qui est important. Mais les familles ne sont pas toujours égales à n'importe quel moment dans l'histoire de la lutte. C'est pour ça que je vous ai préparé, au lieu d'un top 10, je vous ai préparé un top 5 de les familles que je crois qui sont en déclin dans le milieu de la lutte. Et 5 familles qui sont, selon moi, en ascension. Donc, de qui on va entendre plus parler dans le futur versus d'autres qui vont, j'imagine, progressivement s'effacer de la lutte présente. Pour Handsome JF et ses amis, ses deux amis, est-ce qu'on a besoin d'expliquer la différence entre ascension et déclin? Déclin, on peut passer à la carrière de Handsome, là, mais ça devrait être assez clair. Hein? Ouais, versus l'ascension, on pourrait parler de son front. Que c'est bon. Ah, que c'est bon. Hey, on a eu une commandite
du Grand Royal Wallinac. Puis le gars, il dit, moi, la seule affaire, je veux y couper une couette. Et puis Ansem, il dit, non, non. Ben, je dis, parfait. Mais tu vas prendre 500 pièces de ton compte de banque. Si tu veux pas qu'il te coûte une petite couette de cheveux qui repousse. Tout ça parce que son front est maintenant... comment on dit ça? Tout le tour de la tête? Il a du front tout le tour de la tête. Bon, arrêtons de niaiser et d'être des langues sales. Mais oui, c'est rien qu'on ne dirait pas devant lui. Hey, non, ça c'est sûr, on serait pire. Alors, tu veux commencer par déclin ou ascension? Déclin. Oui, allons-y avec le déclin. Donc, numéro 5, je parlerai de la famille Hennig. Ouais. Ouais, parce que je crois que le déclin est représenté aujourd'hui par Curtis Axel, qui est le petit-fils de Larry the Axe Hennig et le fils de Mr. Perfect, Kurt Hennig. Et puis, c'est pas facile de remplir les bottes à Mr. Perfect pour de vrai. Puis, Hennig, Curtis Axel aujourd'hui, je crois qu'il est dans la quarantaine. Donc, en tout cas, à moins d'un miracle, je ne crois pas qu'on va réentendre parler de la famille Hennig éventuellement. À moins qu'il y ait un enfant puis que d'ici 20 ans, il y ait un petit miracle là, quand on va en parler à votre épisode numéro 1345. Au numéro 4, les Von Erich, qui sont représentés aujourd'hui par la troisième génération, Ross Marshall puis Lacey Von Erich. Dans la deuxième génération, il ne reste que Kevin de vivant sur les 5 frères Von Erich, qui sont les enfants de Fritz. Et puis, encore là, à moins d'un miracle, je ne crois pas que Ross Marshall, qui sont les champions trio de la ROH à la AEW, si ça veut dire quelque chose, je ne crois pas qu'on va entendre parler des Von Erichs éventuellement. Leur carrière, je crois qu'elle est pas mal au sommet de ce qu'elle pourrait être dans les circonstances. Il y a eu un film biographique qui filait aussi presque comme une chanson au revoir à toute l'histoire de la famille Von Erich. Donc, selon moi, c'est une famille de laquelle on va entendre de moins en moins parler avec le temps. Puis, bon, les frères Von Erich, je leur souhaite le plus grand succès, Lacey aussi. Mais on ne va pas, je pense, revendre des stades au complet au Texas avec les Von Erich en vedette. Je ne penserais pas, moi non plus. Numéro 3. Numéro 3, plus proche de la maison, les Rougeaux. On parle de Johnny puis de Jacques. Ensuite, on a les enfants Armand, Jacques puis Raymond. Encore là, je pense, en tout cas, va falloir me corriger si quelqu'un s'y connaît un peu plus, mais à ma connaissance, Cédric Rougeau ne luttera pas. Ça n'a pas l'air de l'intéresser. On n'en a pas réentendu parler depuis la fermeture des promotions à Jacques il y a quelques années. Il y a d'autres enfants, mais ce pas des noms qui sont associés au milieu de la lutte. Non. Fait que les Rougeaux, au-delà de Jacques et Raymond, qui sont les deux dans la soixantaine, je ne pense pas que les Rougeaux, ça va continuer pour au-delà de cette génération-là. Numéro 2, les Hart. Les Hart, on parle de Stu Hart, une légende de la lutte en Alberta, avec ses enfants Brett, Owen, Bruce, Ross puis Keith. Tout le monde a lutté à la WWE. Il y a même il y a le British Bulldog qui a marié une des filles à Stu. Grosse famille de lutte, peut-être la plus importante au Canada. Là, aujourd'hui, elle est représentée par Nari, qui est dans la quarantaine. On a Teddy, on a Tyson, puis on a le Davey Boy Jr. Pas mal tous des lutteurs qui ont atteint leur sommet il y a quelques années. Nari est encore là. Nari va probablement avoir une job à vie avec la WWE. Mais je pense pas je pense pas que ça va continuer bien plus loin pour les Hart. Encore là, à moins parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants dans cette famille-là, mais en tout cas, on n'en associe aucun avec le milieu de la lutte pour l'instant. Les 4 à date, ça fait de la peine d'entendre ces 4-là. Ben oui, c'est pour ça que je voulais garder l'ascension pour la fin. Avant de passer au numéro 1, quelques petites mentions spéciales que j'ai notées pour les déclins. Les Guerrero, il y a toute l'histoire de la famille Guerrero qui est aujourd'hui représentée par Charles Guerrero, qui est la fille à Eddie puis à Vicky, qui est déjà retirée du monde de la lutte. Puis sinon, il y a Chavo Junior dans la génération des plus jeunes Guerrero.
Puis ben, Chavo est déjà dans la cinquantaine, donc. Il a je failli pense- venir à Simmania, c'était proche. Chavo? Oui, il était booké. Ah. On avait un deal pour le 12 juillet à Sainte-Madeleine. Et puis, j'ai dit, OK, je reviens de Dallas pour finaliser ça. Puis, je suis revenu de Dallas. Puis, il dit, tu devrais le savoir que si j'ai pas su de dépôt, la date n'était pas gelée. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Parce qu'on avait un deal. Puis, tu sais, il est chum avec Sylvain Grenier. C'est ce que je suis. Je l'ai trouvé vraiment ordinaire. Mais regarde. Ouais, j'imagine que c'est pas son premier rodéo non plus, puis qu'il en a vu des vertes puis des pommeurs dans ce milieu-là. Ouais, mais tu sais, il aurait pu tout simplement dire en passant, qu'est-ce dépôt, qu'on fait? C'est un dépôt, tu sais, même si j'étais à Dallas, là, j'aurais pu répondre, tu sais, j'aurais pu y envoyer un dépôt, là, mais ça semblait Fait que pas il a, être. il a assumé que tu savais qu'il avait besoin d'un dépôt avant de geler la date. Ouais, on avait déjà parlé du dépôt. Moi, j'ai juste dit, garde, je m'en vais à TNA, puis quand je reviens, on finalise ça. Puis quand je suis revenu, tu sais, il aurait pu me dire, ben, j'aimerais ça avoir un dépôt là. Communication, mais qu'est-ce que tu veux? C'est dommage, parce que quel lutteur s'arrêter sur les cartes. D'ailleurs, j'ai vu la carte de ton prochain show, Wallinac, je pense. Ouais. Quelle carte! Ça s'arrange pour être tout un show, ton affaire. Merci. C'est gentil. Dans les autres mentions, j'avais les Blanchard avec Joe Blanchard, Tully Blanchard, puis ensuite Tessa Blanchard, que, en tout cas, ça va être dur de sortir du bourbier dans lequel elle s'est mise elle-même. Fait que. En tout cas, moi, je l'ai vu travailler justement à Dallas. Là. Ouais, J'ai comme été Jordan, impressionné par son travail. Je Ben, ne l'avais jamais vu, je ne la connaissais pas. Le meilleur match féminin que j'ai filmé de ma vie, c'était à Ottawa pour Femme Fatale. C'était Tessa Blanchard contre Britt Baker. Ce match-là aurait pu être la finale de n'importe quel show, n'importe où dans le monde, puis ça aurait été super crédible. Je pense que Tessa a tout le talent au monde. C'est juste que, ben, en tout cas, avant qu'une compagnie décide de faire un all-in sur elle en tant qu'individu, je sais pas. Je pense pas qu'elle va atteindre les sommets de Papatali avec ça. On verra bien. Et puis, rapidement, les Rotunda, qui sont représentés aujourd'hui par Bo Dallas puis Feu Bray Wyatt. Donc, c'est ça. Puis les Colon, qui sont représentés par Primo Epico puis Carlos Colon Jr., Carlito. C'est ça. Donc. Mais tu sais, c'est tough quand les noms que tu as mis là, le Mr. Perfect, Kurt Hennig, oui. Jacques Raymond Rougeau, tu sais, tous les. On parle là de grade A. Après ça, c'est. Qui sont durs à chausser. Oui, absolument. Puis on parle aussi de l'ère de la lutte, les débuts de la télévision, les débuts du pay-per-view, les débuts de la télé par câble. C'est des grands moments de l'histoire de la lutte avec des gens qui étaient là au bon moment. Mais là, de savoir si la génération ensuite est capable de step up pour les nouvelles avancées, soit technologiques ou juste avoir le talent de Mr. Perfect, c'est pas. Tu l'as ou tu l'as pas dans le cas de. Ben, là, on parle de Curtis Axel, mais en général, ton parent qui est un talent générationnel, tu es son enfant, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Exact. Mais. Numéro 1. Ah oui, c'est vrai, hein, on n'était pas arrivé au numéro 1. Ben, numéro 1, les Anoa'i. Ouais? Ouais. J'ai mis ça parce que là, en ce moment, ils sont représentés par The Rock, par Roman Reigns, par les Usos, par Solo Sikoa, par Jacob Fatu, Nia Jax, par extension. Mais comment tu veux aller plus loin que The Rock? Comment tu veux aller plus loin que Roman Reigns? On leur a donné un storyline. Vu de même. On leur a donné un storyline qui dure depuis 5 ans à la WWE avec des main events de WrestleMania. Là, Roman a 39, The Rock a 52, les Usos sont 37 ou 38. Nia Jax à 41, de penser que Solo Sikoa ou Jacob Fatu vont être capables de prendre la balle au rebond qui va être laissé éventuellement par The Rock puis Roman Reigns, à mon avis, c'est impossible. Je les ai mis au numéro 1 parce qu'ils ont atteint un sommet tellement extraordinaire avec The Rock et avec Roman Reigns que selon moi, on peut juste. Tu sais, ça a pris. Puis Yokozuna aussi dans les années 90. Donc, c'est du monde qui ont laissé tellement une empreinte incroyable dans l'histoire de la lutte.
tous les niveaux, incluant The Rock, qui est la vedette de cinéma la mieux payée au monde. Ça a été 4 générations pour monter jusque-là, puis je ne pense pas qu'on peut atteindre les sommets vertigineux, extraordinaires que la génération actuelle, qui est pas mal à son apex. Je pense pas que la nouvelle génération va pouvoir atteindre ça. Mais, ceci dit, j'aimerais me faire prouver tard. Oui, c'est sûr. Mais là, ça m'intrigue de voir ton top 5 ascensionnel. Oui, ça va être un petit peu plus positif. Donc, au numéro 5, les Steiners, qui sont représentés dans les années 80, 90, 2000 par Rick puis Scott. Mais là, Rick et Scott ont des enfants. Ouais. Ils ont des enfants qui sont des mini papa-pommes en ce moment parce que c'est tous des sportifs. Ils jouent au football de haut niveau. Même Braun Breaker, en ce moment, qui est le fils de Rick, n'était pas censé lutter. Il jouait au football jusqu'à temps qu'il se fasse, j'imagine, couper. Mais là, il s'est lancé à plein pied dans la lutte. Puis si vous avez regardé le dernier Royal Rumble, c'est une future vedette de la WWE. Ce gars-là a déjà l'air apprécié, il a l'air d'un vétéran. Il est entouré par Scott et Rick, qui sont encore dans les amis de l'émission. Il a 27 ans. Fait on en a pour au moins encore 15 ans, 20 ans à entendre parler de Braun Breaker. Puis ça, c'est sans compter son frère Hudson et le fils de Scott, dont j'oublie le nom. Attends, je l'ai-tu noté? Ouais, Brandon. Donc, si ces trois-là se lancent dans la lutte, on a déjà Bronson. Si les deux autres se lancent dans la lutte parce que le football, ça ne marche pas ou que le football, ça fait un temps, moi, je pense que la prochaine génération des Steiner pourrait facilement battre celle qu'on a connue avec Scott puis Rick. Très intéressant. Ouais. Au numéro 4. Numéro 4, j'aimais ça parler des Rougeaux, mais là, j'aimerais ça parler d'un autre cas qui est proche de la maison, les Grey, qui sont représentés en ce moment par Kevin puis Jason, qui sont encore jeunes. Je pense que c'est la jeune trentaine dans les deux cas. Mais ils sont non seulement des lutteurs de deuxième génération, mais ils ont beaucoup d'enfants, ces deux-là, dont Jason, qui a un fils qui, je crois, est à 15-16 ans, si je ne me trompe pas, puis je suis vraiment désolé de... Je ne les connais pas nécessairement dans la vraie vie. Fait que si je me trompe pour l'âge, je suis vraiment désolé. Je demanderais juste à être rectifié. Jason a un fils que j'ai vu après un gala de lutte s'entraîner dans le ring puis faire des manœuvres. Si à 16 ans, il a réglé le côté faire des manœuvres de lutte, là, on a Jason qui vient d'ouvrir l'école du guerrier pour apprendre la lutte à des jeunes. Ben là, s'il est capable d'apprendre à son gars qui n'a même pas encore 18 ans la psychologie dans le ring, parce qu'on s'entend que Jason Gray est excellent pour jouer le méchant, pour jouer le bon, pour aller chercher les émotions des spectateurs. S'il est capable d'inculquer à son gars à un aussi jeune âge comment être all around dans le ring pour avoir comme toutes les capacités pour faire un bon match de lutte, on peut parler d'un gars qui va être là pour les 25 prochaines années, advenant que ça l'intéresse et que tout aille bien. Fait que je pense que sky's the limit pour les Grey. Puis je suis très curieux de voir ce que ça réserve. En plus que les Grey en ont ils ont eu leur meilleure année en 2024. Ouais. C'est complètement à suivre pour cette famille-là. Puis je suis très ouvert à les voir aller de plus en plus haut. Faut pas oublier que Kevin a remporté la Coupe Sim en 2024. J'attendais que vous le disiez. Bien oui, bien oui. Numéro 3. Numéro 3, les Flair. Je comprends que Rick a des bottes incroyables à chausser. On parlait de Mr. Perfect. Ben Rick est probablement dans les plus grands lutteurs de l'histoire. C'est sa fête là, dans quelques jours. Ah oui, 75, 76 peut-être, 78, quelque chose comme ça. Donc, c'est terminé. Oui, on s'entend que c'est terminé pour Rick, mais Rick a une fille, Charlotte Flair, qui est rendue à 38 ou 39. Ça a été grandiose quand elle est arrivée au Rumble. Ouais. Tu vois que c'est une athlète. Puis, je sais pas pour toi, Marc, mais moi, j'ai déjà été dans un house show de la WWE où il n'y avait pas nécessairement beaucoup de vedettes présentes. Charlotte Flair, quand elle rentre au ring, c'est une vedette. Puis je pense qu'on était ensemble. C'était pas assis. C'était pas quand on était avec Kelly. À Laval? Non. Un show WWE, mais house show à Albany. Ah non, j'étais pas là. Non. Ah non?
Mais les house shows, c'est excellent pour savoir qui fait bouger les foules. Tu sais, je me rappelle des Roman Reigns, puis tu sais, des Austin à l'époque, mais Charlotte, c'est... là, on parle avant qu'ils engagent Punk, puis que Roman revienne, puis Charlotte, c'est une des plus grosses vedettes à la WWE, et c'est de très loin la meilleure lutteuse de tous les temps. Euh, Sa carrière est absolument pas finie. C'est une athlète qui est phénoménale. Si elle a le moindrement les gènes de son père, on en a pour 30 autres années avec elle. Elle est déjà championne 14 fois à la WWE. On s'entend qu'elle va battre le record de son père. Si c'est pas Cena qui le bat, ça va être Charlotte éventuellement. Euh, Si elle continue comme ça, Charlotte, j'ai aucun problème de penser que dans 20, dans 30 ans, si on dit le nom de Flair, on va penser à Charlotte avant Rick. Ah, ouais. Ouais, aucun Mais problème à penser. y a-tu d'autres Flair ou Oui, ben, c'est juste elle qui tient le flambeau familial? c'est juste elle. Ben, on a eu David Flair à la WCW à l'époque. On a aussi, elle a une sœur dont j'oublie le T'es-tu nom. obligé de le mentionner? Ben, vous m'avez un peu, Pauvre je lui, pensais. pauvre lui, pauvre lui. Puis on a Reed aussi, mais je crois que Reed est décédé. Oui, il est décédé. Ouais, donc c'est seulement Charlotte, mais Charlotte est tellement extraordinaire dans un ring que moi, puis bon, je ne sais pas s'il y a des enfants, je ne sais pas si David a des enfants, donc je ne sais pas s'il y a une autre génération ensuite. Ouais, c'est Mais ça. mais on a tellement pas fini d'entendre parler de Charlotte Flair que moi, je pense que c'est encore une famille qui a le potentiel de devenir encore plus grande dans le milieu de la lutte. On est rendu à quoi, là? Numéro 2. Oh, wow, le 2. Ouais, numéro 2, les Rhodes, qui étaient représentés par Dusty. Là, aujourd'hui, c'est Dustin et puis Cody qui représentent un peu la famille Rhodes. Mais là, Cody vient d'avoir un enfant. Je crois que Dustin a des enfants aussi. Donc ça, bon, c'est pure spéculation. Mais Cody, ça commence son affaire. Ça fait 1 an qu'il est champion. C'est une des plus grosses vedettes dans le milieu de la lutte. C'est lui qui a eu le plus de combats en 2024 à la WWE. C'est une superstar. Il a déjà dépassé toutes les attentes. Il a déjà dépassé l'héritage de son père. Son frère n'a pas terminé non plus. Ils ont le Nightmare Factory pour entraîner la prochaine génération de lutteurs. Les Rhodes, c'est pas terminé. Ça continue. Ils sont pas au bout de la route. They're not at the end of the road. Non, pas encore. Avant de passer au numéro 1, quelques mentions honorables pour les familles en ascension. Les Pillman, le fils de Brian Pillman, qui a même pas 30 ans encore, puis que ça va super bien ses affaires. Aucune misère à penser que ça va bien aller pour le futur. Les Mysterio, qui sont représentés aujourd'hui par Ray, qui lutte encore à 50 ans, puis Dominic, qui en a encore pour un autre 20-30 ans devant lui, parce qu'il est jeune. C'est un des meilleurs heels de la business. Tout ce qu'il fait réagir. On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Est-ce qu'il va dépasser Papa Mysterio? Ça, c'est un autre paire de manches. Ouais. Mais on n'a pas fini d'entendre parler d'eux autres. Puis, en dernier, j'avais noté les Steen. Parce que oui, il y a juste Kevin pour l'instant qui est dans le milieu de la lutte. Mais son gars, qui est 2 fois plus grand que Papa Kevin, apparemment que la lutte l'intéresse. Si le moindrement que ça l'intéresse, entouré comme il va être, et grand comme il est, non seulement il y a un futur assuré à la WWE, mais ça veut aussi dire qu'on va entendre parler de Kevin Steen bien au-delà de sa carrière de lutte parce qu'il pourrait rester dans l'entourage. C'est de la spéculation, mais je pense que le futur est là si le fils de Kevin Steen décide de se lancer dans la lutte. Et on arrive au numéro 1. Numéro 1, por favor. On ne peut pas parler de famille dans la lutte sans parler de la famille dans la lutte. Puis je ne crois pas que c'est terminé d'entendre parler de cette famille-là. D'après moi, on en a pour 300 ans encore à entendre parler de cette famille-là. Les McMahon. On avait Jess McMahon, ensuite Vince Senior, Vince Junior. On aurait pu penser que ça avait topé avec Vince. Mais non, on a Shane et Stephanie qui continuent avec la WWE. La WWE qui est rendue plus grosse que jamais, qui est rendue sur Netflix. Ça continue de grandir, cette affaire-là, puis eux ont tous des enfants en plus. Triple H, Stephanie, Shane, s'ils sont capables, en plus d'avoir
comment dire, être capable de se tenir tranquille dans leur vie personnelle. Stéphanie, c'est pas un problème, puis Shane non plus. Non, exactement. Fait que je pense pas qu'on va sortir des squelettes du placard de ces gens-là d'ici 10-20 ans. Ouais. Fait que les McMahon, on en a jusqu'à temps que je sois un vieux monsieur, que mes enfants que j'ai pas soient des vieux monsieur, des vieilles madames. Je pense que les McMahon sont là pour des générations à venir. La WWE aussi, parce qu'ils représentent la WWE. Donc, les McMahon, c'est pour moi la famille qui est encore en ascension puis qui s'arrêtera jamais jusqu'à temps qu'ils soient au sommet du monde. C'est fou. C'est fou. Puis... la journée qu'on se parle, Linda vient d'être confirmée en plus dans le gouvernement américain. Imagine-toi. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est une pieuvre, la famille McMahon. Puis quand tu compares avec la famille Blondin, c'est ça, des croûtes à manger. J'ai failli vous mettre dans les mentions honorables, mais je ne savais pas de quel bord vous mettre par rapport à la lutte. Ça. C'est ça. Et les Liam, ça, j'en ai parlé. Liam a décidé que c'était fini pour lui. Là. Il a aimé le faire comme annonceur, puis tout ça, mais il ne trippe pas. Je suis le seul dans la salle qui ne trippe pas. Fait que, il aime mieux être en arrière-scène. Il veut devenir l'adjoint de poteau. C'est pas pour tout le monde dans la lutte, c'est toute une bête. Non. Puis c'était le fun de vivre avec Cédric et Liam, de vivre ça en famille, parce que mon épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Jas, qui elle s'occupe de la boutique et qui fracasse ses records show après show de vente. Alors, c'est le fun de vivre ça en famille. Au moins, on l'a vécu. Ah oui? Il n'y a aucune honte là-dedans, mais... Non, du tout. Non. Toi, la lutte, pour de vrai, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais fait dès le départ ou c'est un accident de parcours qui a continué pendant 30 ans? Tout un accident de parcours. Ah ouais? Ouais. Fait que la famille Blondin est dans la lutte par accident. Ouais. J'aimais, puis je l'ai raconté souvent, j'aimais le côté marketing. Tu sais, les personnages, là, je les ai devant moi en figurine, là, mais tu sais, les personnages, j'aimais ça. Mais je n'étais pas un fan de lutte. Aujourd'hui, encore, ma vie fait en sorte que je n'ai pas 10-12 heures par semaine à écouter et regarder la lutte. C'est à un moment donné, tu essaies d'avoir la balance. Je suis un lève très tôt. Donc, souvent, je vais m'installer pour écouter les shows de lutte, puis je tombe endormi. Parce que je suis debout à 4 heures ou 4h30. Comme je suis un gars qui fait beaucoup de choses, travaille encore beaucoup, ben, j'aime ça. J'aime être actif. Ben, souvent, quand j'arrive le soir, ma femme allait m'écouter nos téléromans ensemble, puis tout ça. Fait que c'est difficile. C'est difficile d'être à l'affût. Mais grâce à les gens autour de moi, je suis pas mal toujours au courant. Je n'ai pas de l'air du gars trop perdu. Mais j'aimerais ça avoir un exemple, une 8e journée dans la semaine, que je pourrais dire, OK, cette 8e journée-là, je la passe à me mettre à jour à date dans la lutte. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Ben, c'est grâce à des couche-tôt comme toi qu'on a toujours un excellent premier combat dans les galas de lutte. Oui, hein, c'est vrai. Meilleur que le deuxième. C'est ça. Écoute, Mathieu, c'était vraiment intéressant. On avait discuté il y a plusieurs mois des documentaires. Hein? Je pense que tu avais amené ça. Et là, j'ai entendu justement aux antipodes les thèmes de la prochaine saison de Dark Side of the Ring et tout ça. Et le fait, Netflix, tout le kit, je pense qu'il y a un épisode futur à faire sur les documentaires. Les gens ont réalisé avec Mr. McMahon. Et tu sais, moi, j'en avais écouté un peu de Dark Side of the Ring, puis c'est le côté plus vrai, moins romancé, exemple avec McMahon, puis tout ça.
C'est ça qui est le fun, je trouve, d'un documentaire, tu sais. Fait que, puis toi, tu dois en connaître 3000. Ben, si vous êtes d'accord, moi, je vous sortirais peut-être une liste de documentaires qu'on entend moins parler sur la lutte ou des documentaires un petit peu plus champ gauche ou, tu sais, au lieu de passer à travers les réguliers Beyond the Mat ou celui sur Mr. McMahon, tu sais, tout ce qui est l'envers du décor pour monsieur, madame, tout le monde, je pourrais vous sortir des documentaires peut-être un petit peu plus niche sur la lutte pour les spectateurs qui veulent en apprendre peut-être sur des trucs un petit peu plus pointus dans le milieu de la lutte. Sortir des sentiers battus. Ouais. Ben, je te défie de le faire. Et quand tu es prêt, tu me le dis, puis on s'organise quelque chose. Ça va être avec grand plaisir, Marc. Et tu vois, nous, de notre côté, on ira peut-être plus dans le côté champ droit, le côté plus populaire, et toi, tu vas arriver et tu vas compléter ça, comme tu complètes toujours très bien nos épisodes sur lesquels tu es invité. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'avoir envoyé la photo de la bête Bessieux que tu as vue en Abitibi. En Abitibi, on ne peut même pas se sauver de Marc Blondin, même en Abitibi. C'est incroyable, hein? C'est fou. Et je retiens de notre entrevue aujourd'hui la joke sur le front de Handsome GF. Wow! Ça, c'est du bonbon. Je suis tellement désolé, monsieur GF. Pardon. Moi, je l'ai adoré. Elle va être des bloopers à la fin de l'année, c'est sûr. Mathieu, merci beaucoup. Attention à toi. Et on se croit. Hey, t'as-tu eu mes sous-verts? Oui, non. J'ai-tu les sous-verts? Mon Dieu. En tout cas, ils t'ont pas frappé, si tu t'en souviens pas. Il y en avait une pile de même là, de bière allemande que M. Kelly avait. Définitivement non, alors, parce que j'ai vu M. Kelly, puis je crois qu'il avait mentionné qu'il avait oublié de m'amener les sous-verts cette fois-là. Ah, OK. Alors, attention à toi et au plaisir de se reparler sous peu, jeune homme. Ça va être avec plaisir, comme d'habitude. Salut. À la prochaine. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Et puis, la joke, l'as-tu aimé? Si je l'avais entendu, je pourrais répondre, mais je t'en parlerai la semaine prochaine parce que tu m'as pas fait écouter l'entrevue. Elle est vraiment merveilleuse, délicieuse. On revient là-dessus la semaine prochaine. Parlant de la semaine prochaine, Marc, qu'est-ce qu'on a au menu? Elimination Chamber. Oh, ça s'en vient, ça, et ça va être bon. Oui, c'est d'ailleurs, l'événement aura lieu, je pense, c'est le 1er mars, si ma mémoire est bonne. La semaine prochaine, on sera à la fin février. Oui. Et nous aurons, j'ai déjà eu 3 des entrevues, une avec J.C. David, Jean-Charles David, une avec Jonathan Pratt, de la célèbre famille Pratt et Whitney. Non, ça, c'est pas vrai. Un millionnaire. Ouais, un millionnaire. Et l'autre avec notre ami de Bécomo, Alex Morin, où je vous annonce déjà qu'ici, à Blainville, on a plus de neige qu'à Bécomo, croyez-le ou non. Mais, et les 3 sont allés dans 3 versions, 3 directions différentes du Elimination Chamber. Et ça me fait toujours penser, j'ai le fauteuil ici, la belle chaise qui m'a été donnée par mon ami Serge Coutu, que ça me fait penser à lui chaque fois que je rentre dans mon bureau. Alors, ça va être le fun et nous, on pourra mettre notre grain de sel avant cet événement-là. Et l'autre épisode, donc, te dit qu'on est 205. Donc, 206 sera Elimination Chamber. Mais il me semble que ce n'est pas ça que j'ai dans mes notes, là, mais boy. Alors, tu n'es pas sûr que c'est Elimination Chamber la oui, okay, ça, je suis certain. Pas d'étape, restons là-dessus. 206 sera Elimination Chamber la semaine prochaine. Je vais te le dire tout de suite parce que je veux aller voir qu'est-ce qu'on a au 208. Vas-y. Ouais, 206 Elimination Chamber. 207, on va faire un épisode sur Ric Flair. Qui, la semaine prochaine, fêtera ses 76 ans. Oui. Et la semaine d'après, ça va être spécial. Les noms de shows en français ou en anglais au Québec. On a déjà Bertrand Hébert, on a déjà
Kevin Raphaël, Jonathan Deroy, Jeff Rassett, ça, c'est tout enregistré déjà. Alors, ça crée des émotions, les noms de show en français. Ça J'ai va hâte d'entendre ça. Oui. Alors, on est parti là, vers l'anniversaire du CIM. Mais Marc, je t'arrête parce que le temps file. Et je te demande de quelle façon. On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Parlant de rime. Ah non, c'est pas ça. Soyez-y, mesdames, messieurs.